Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission du Corner du Libraire. On est très heureux aujourd'hui d'accueillir Céline Pina. Céline Pina, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Alors, vous êtes l'auteur ou l'autrice, je ne sais pas ce que vous préférez d'ailleurs. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous va mieux que l'autre? Alors pour le coup, moi, j'estime que la fonction, en gros, plus il y a de femmes écrivains, mieux ça me va. J'ai vraiment pas forcément envie de féminiser les titres et les fonctions. Je trouve ça pas forcément très utile. Non, non. Pour la cause des femmes, je pense que le mieux, c'est qu'elles prennent le pouvoir et qu'elles arrêtent de se battre sur les mots. Bon, je préfère poser la question parce que je sais que souvent quand j'ai des élus, il y en a qui préfèrent Madame la maire, le maire, l'auteur, l'autrice. Donc vous êtes l'auteur, ça c'est sûr, de ce livre qu'on verra de toute façon à l'écran, qui s'appelle C'est biens essentiels chez Bouquin Essai. Alors, c'est un ouvrage, on va y revenir, à la fois, j'allais dire, un essai, bien sûr, mais qui traite de sujets de société, mais quelque chose qui est aussi assez philosophique. Et on va voir qu'il y a matière à penser. Mais ma première question, elle était peut-être de revenir vers vous un peu, puisque on vous voit assez régulièrement dans les médias. Les gens ont l'impression de vous connaître. Mais on ne sait pas forcément d'où vous venez. Or, vous êtes, j'allais dire, apparu sur la scène médiatique il y a 5 ans pour un premier livre à l'époque qui s'appelait Silence coupable, où vous dénonciez notamment le silence des politiques face à une forme d'islamisme rampant. Mais en fait, on ne sait pas très bien qui vous êtes. Alors, le meilleur moyen, c'est de vous demander de raconter un petit peu votre parcours et qui vous êtes, Céline. Ça me semble plus simple. En fait, au départ, j'ai intégré les mouvements politiques comme on le fait en général au sortir de ces études. Je devais arriver en fac, je commence à me lancer dans le syndicalisme étudiant. Ça me plaît, le virus de la politique me mord. Je rentre au MJS, qui est le mouvement de jeunesse des socialistes, et de là, je rentre au PS. J'avais une vision de la politique qui était très théorique. Moi, ce que j'aimais, c'était la science politique et l'histoire. Et quand je me confronte à la réalité de ce parti, on est déjà dans un parti qui intellectuellement ne produit plus grand-chose et qui a le pouvoir et qui va assez vite sombrer dans une forme de médiocrité parce que ceux qui ont le pouvoir s'installent et se disent qu'ils n'ont pas tellement envie d'être dérangés par la jeune garde qui monte. Et cette jeune garde, elle proteste pas tellement parce que dans le fond, ça veut dire que vous pouvez faire des carrières avec un minimum de travail. Il suffit de choisir le bon cheval au bon moment. Mais je m'en rends pas compte tout de suite parce que moi, en fait, je vis dans un rêve extrêmement intellectuel. Et puis, au moment où j'arrive au PS, c'est aussi le moment de la parité. Ce qui veut dire que tout d'un coup, on va se mettre à chercher des femmes. Et là, peu importe, mais il se trouve que de temps en temps, pour certains courants, c'était un petit peu compliqué. Moi, à l'époque, quand je commence au PS, je fais partie de la première gauche. Donc, qui est une gauche qui est très ouvriériste, qui est très attachée à l'idée du mouvement social, qui est très attachée aux luttes sociales et qui, par ailleurs, est très attachée à l'ordre républicain et à la laïcité. C'est une gauche très particulière, ça n'est pas la deuxième gauche. Or, au moment où je rentre dans le PS, c'est la deuxième gauche qui est hégémonique. C'est cette gauche pas libérale, parce que, j'allais dire, moi, je me bats pour la liberté. J'ai un côté libéral par ailleurs, mais qui est très libéral en économie et qui surtout, à un moment donné, va rompre avec l'idée de classe sociale et va s'intéresser en fait à des clientèles. Et l'aboutissement du Parti socialiste en 2012, c'est la stratégie qui est choisie par François Hollande, qui est de dire finalement on va abandonner l'électorat ouvrier, l'électorat des employés, on va aussi abandonner les classes moyennes et on va investir sur les classes les plus pauvres ou alors sur les gens qui ont du mal à se faire reconnaître, qui sont en rupture ou en décalage avec la société. Donc, il va cibler une forme d'immigration, mais il ne va pas cibler tous les immigrés à l'intérieur. Et la deuxième chose qu'il va cibler, ça va être les revendications des minorités. Et cette gauche s'organise vraiment autour de toutes ces revendications-là. Moi, dans ces histoires, je trouve moins ma place, mais bon, je suis élue, je suis petite élue, j'ai mis 20 ans à être élue locale dans ma... Oui, parce que vous avez été adjointe au maire, conseillère régionale, c'est-à-dire que vous êtes quand même confronté aussi au terrain et à la réalité du pouvoir et de l'exercice local.
Tout à fait, mais j'ai 20 ans de militantisme avant d'oser estimer que je pouvais avoir une place sur une liste. Donc, il faut quand même vraiment y croire parce que c'est 20 ans pendant lesquels, à part du bénévolat, du tractage, du collage, de la réflexion, je ne fais pas grand-chose de plus. Mais j'organise des campagnes électorales, j'étais plutôt bonne à ça, j'adorais le porte-à-porte, j'aimais beaucoup le contact humain. Donc j'étais efficace en campagne. Finalement, avec la parité, je deviens pratique aussi. On se dit, tiens, ben, elle, on pourrait la positionner là, on pourrait la positionner là. Mais dans toute cette histoire, on vous dit aussi toujours, tais-toi, suis le mouvement, prends le courant. Et tu verras bien, une fois que tu seras au pouvoir, eh bien à ce moment-là, tu feras ce que tu voudras. Sauf que ça n'est pas vrai. C'est-à-dire que le chemin que vous empruntez va aussi définir le but que vous atteindrez. Et quand vous avez donné des gages à certaines personnes, le jour où vous voulez reprendre votre liberté, on vous dit, et à juste titre probablement, qui t'a fait roi? Et si tu veux reprendre ta liberté, reprends-la, mais tout seul. Or, à moins d'en arriver à un degré de puissance, d'inspirer la crainte ou un respect immense, ça peut être aussi quelque chose de plus positif, le jour où vos alliés se retirent, vous tombez. Donc, comme toutes ces stratégies reposaient souvent sur des alliances clientélistes, il y a un moment où moi, j'estime que je ne peux plus décemment continuer dans un parti dont les alliances sont en train d'aller à contre-courant de tout ce qu'il a toujours porté, autrement dit l'émancipation, les luttes sociales, l'égalité. Pour moi, le Parti socialiste se trahit lui-même et devient un parti technocratique et un parti qui ne défend plus la classe ouvrière. Donc c'est vraiment ouais, ce constat que vous faites à un moment, c'est la vie qui est à côté, il n'y a pas de problème. À un moment, voilà, vous constatez que vous n'êtes plus en phase, donc vous reprenez une forme de liberté personnelle dans votre engagement. Et puis c'est aussi à ce moment-là, un tout petit peu plus tard de mémoire, que vous écrivez votre premier livre dont on a beaucoup parlé, justement peut-être pour dénoncer aussi parfois le silence des politiques face à un certain nombre de sujets. Et en l'occurrence, c'était tout ce qui pouvait être considéré comme une forme d'islamisme rampant dans certains territoires de la République un peu abandonnés. Et c'est ça qui vous fait connaître au grand public. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que je vais pas très bien pour être honnête. Toute cette aventure politique me déstabilise plus qu'elle ne m'enchante. Je sais ce qu'il faut pour faire carrière et je suis en train de me rendre compte que je n'arriverai pas à plier les genoux. J'ai pas j'ai les genoux un peu trop raides. Ça va être compliqué. Mais vous savez, c'est très dur parce que finalement, ça devient aussi des endroits où vous avez investi de l'affection. Moi, autant je porte un regard critique sur les dirigeants, autant j'ai rencontré des militants, mais adorables, dévoués, qui demandaient rien, qui étaient des gens qui n'étaient pas du tout arrivistes. Donc, c'est quand même un univers qui vous a porté, qui vous a nourri. Et à ce moment-là, arrive juste à côté de chez moi le salon de la femme musulmane. Sauf que ce n'est pas un salon de la femme musulmane, c'est un salon des islamistes. Et on met en avant beaucoup de prédicateurs que je ne connaissais pas et je décide d'aller sur Internet et d'aller écouter ce que ces gens disent. Et là, je tombe de ma chaise parce que j'imaginais même pas qu'en France, dans les années, on est en 2016, en 2015, pardon, on peut tenir des propos aussi atroces alors qu'on a eu quand même Charlie. On est dans cette période-là. Et là, vraiment, je me révolte et j'écris un communiqué de presse où je dis vraiment tout ce que je pense sur le clientélisme. Et forcément, ça intéresse un ou deux journalistes qui m'appellent, mais qui me disent, et à juste titre, écoutez, vous êtes conseillère régionale, autrement dit, vous êtes connu de votre mère et aimé de votre chien, à moins que ce soit l'inverse, vous ne pesez pas. Mais qui est-ce qu'on pourrait interroger? Et je leur dis, écoutez, essayez à droite comme à gauche, mais si vous trouvez quelqu'un capable de vraiment s'exprimer là-dessus, rappelez-moi parce que celui-là, je lui construis une statue en or massif dans mon jardin. Et 2 heures après, les deux journalistes en question me rappellent en disant, en fait, on veut bien de vous parce que personne ne veut s'exprimer sur le sujet. Et je choisis de m'exprimer et je choisis d'expliquer pourquoi personne ne veut s'exprimer sur ce sujet. Parce que ce sont, et notamment Cergy, était une ville qui vivait beaucoup sur un clientélisme des quartiers, un lien avec les islamistes, alors qui n'était pas revendiqué comme tel, bien sûr. On ne va pas vous expliquer
Mais à la fin, ça aboutit à ça. Vous subventionnez certaines personnalités, certaines associations, en faisant semblant de ne rien voir. Et je décide que ça suffit et qu'il faut dire les choses. Et j'ai en général une parole très claire, donc tout le monde comprend parfaitement ce que je dis. Et là, je savais que de toute façon, mon temps de vie en politique était complet, était compté. Donc, je dis, je finirai mes mandats, surtout le mandat municipal, parce que je m'étais investie sur la construction de crèches et j'y tenais vraiment énormément. Mais ne vous inquiétez pas, je vous les rends. Je ne solliciterai pas d'investiture d'un parti qui aujourd'hui me fait honte. Et je ne suis pas partie vers d'autres partis parce que j'en ai vu tellement qui s'en vont en disant oh, bah, je quitte le PS, l'herbe est tellement verte chez ELV. Et la défroque de mensonges qu'ils avaient endossée au PS, ils la posent pour endosser la défroque de mensonges d'un autre parti. Et je ne Vous voulais pas avez, de ça. vous avez gardé et votre liberté, en fait, je crois qu'il y a, et on va le retrouver d'ailleurs tout au long de ce nouveau livre, je crois qu'il y a à la fois ce qu'on voit et ce qu'on lit, c'est une vraie liberté de ton qui est parfois coûteuse et difficile, mais qui vous caractérise, et puis toujours cette espèce de liberté de refuser un certain nombre de formes de dogmes ou de pensées toutes faites. Enfin, il y a vraiment, dans l'envie que vous avez de développer votre pensée, ces deux piliers, hein, c'est un peu ça ce qui vous caractérise aujourd'hui. Oui, en fait, mais c'est les deux piliers qu'on a lorsqu'on a retrouvé une vie intérieure. Et je parle bien de retrouver parce que je l'avais perdu, je l'avais abîmé, je l'ai peut-être méprisé aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous voulez arriver, j'étais ambitieuse, je l'avais cette ambition-là. Mais aujourd'hui, je sais que réaliser ses ambitions en tuant sa vie intérieure, c'est une erreur et finalement, vous n'allez pas si loin et pas si haut que ça. Les vrais grands hommes ont une vie intérieure et on n'est pas obligé d'arriver à être un grand homme ou une grande femme, mais en tout cas, avoir une vie intérieure, c'est ce qui vous donne aussi. Pour moi, la vie intérieure, c'est une façon de parler d'âme. C'est ce qui vous donne aussi, on peut vieillir une fois qu'on a une vie intérieure et on ne sera pas destructeur pour les autres. On laissera vivre autour de soi. On peut vieillir, on peut laisser vivre, on peut aider l'autre à grandir. À la fin, dans une vie humaine, je crois que c'est ça qui compte. Alors, une vie intérieure, c'est aussi certainement, et on va se plonger dans votre nouvel ouvrage, aussi ce qui vous avait permis sans doute de traverser d'abord des moments assez difficiles, puis aussi d'avoir l'envie d'écrire un deuxième ouvrage, un deuxième essai. Est-ce que c'est un livre qui est né, alors, sans doute du Covid, mais pas simplement. C'est-à-dire qu'effectivement, à un moment, tout le monde se retrouve un peu arrêté et confronté, comme vous le dites très bien d'ailleurs, parce que je pense que c'est vraiment un des éléments centraux du livre de on est face à soi, face au sens de la vie, face à cette vie intérieure, face aux fragilités intimes et collectives, à nos angoisses primitives, à nos incertitudes ontologiques. C'est dans cet esprit que vous avez commencé cet essai ? Oui, je trouvais qu'en fait, c'était assez étonnant parce que on nous invitait à rentrer dans notre cocon, dans notre bulle. Et pourtant, ce qui nous amenait à rentrer dans cette bulle, c'était le fait que le monde extérieur, physiquement, était agressif. C'est-à-dire que cette espèce de virus dont on ne pouvait pas se défendre, on ne savait même pas de quelle manière il nous attaquait. Je rappelle que les premiers temps de la maladie, on a énormément entre est-ce que c'est une grippe, est-ce que ça agit sur le sang, et puis bon, on va découvrir petit à petit que ça agit sur beaucoup de choses, mais on va se retrouver assez rapidement, finalement, face à quelque chose. euh, Moi, j'ai grandi. Peut-être que j'étais un peu bécasse, mais je pense que cette bêtise, je la partageais avec tout un ensemble. J'ai grandi avec l'idée que le monde dans lequel j'avais grandi m'était promis, qu'il me survivrait tel qu'il était, que les solidarités qui nous protégeaient seraient là pour toujours. En fait, j'ai grandi dans une promesse qui était presque une promesse d'immobilité et de confort, et j'y ai cru. Et au sein de cette promesse, la médecine était démiurgique. Moi, je me souviens, quand quelqu'un avait une maladie, les gens lui disaient, même grave, oui, mais dans 10 ans, on saura la guérir, la science, la médecine, etc., etc. Donc, on était dans un monde qui semblait un monde qu'on pouvait maîtriser.
en tout cas qui n'offrait plus les surprises des morts subites, bien sûr que c'était totalement illusoire et utopique, mais fondamentalement, on y a cru. Je raconte ça souvent en disant, celui qui nous en parle le mieux, c'est Fukuyama qui dit, bah, finalement, la meilleure régime politique, c'est la démocratie. Le meilleur régime économique, c'est le capitalisme, c'est ce qui a amené le plus de prospérité. Unir démocratie et capitalisme, c'est l'histoire au sens hegelien du terme. L'histoire a un but et la forme qu'elle va choisir pour que l'être humain puisse s'épanouir, c'est cette alliance entre la démocratie et le capitalisme. Voilà, fin de l'histoire. Mais dans le même temps, Samuel Huntington, lui, il sort un livre et il dit, attention, monde multipolaire, attention, le retour, on va pas être... moi, j'ai grandi dans un monde coupé en deux. Il y avait l'Est et l'Ouest. Samuel Huntington dit, non, 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 c'est pas comme ça que ça va se passer. Et en fait, ce qui va ressurgir, ça va être des identités extrêmement fermées, extrêmement hostiles les unes aux autres, qu'on est en train de constater, y compris au sein de la société. Et finalement, j'ai trouvé, moi, que le virus avait arraché toutes ces pots de saucisson qu'on avait devant les yeux et nous avait dit, non, ton monde, en fait, est en train de s'effondrer. C'est pas une explosion, c'est une implosion. Il se dérobe sous tes pieds, mais cette dérobade, elle est réelle. Et cette dérobade, on la vivait en temps réel. Donc, on venait se réfugier à l'intérieur de notre bulle, mais parce qu'en fait, le monde autour de nous était en train d'exploser et ce n'était pas que le Covid. Le Covid révèle les choses, des choses qui étaient là bien avant. Ça va donner une sorte de, c'est-à-dire de prétexte pour écrire et justement peut-être de partir aussi d'un constat tel que vous l'évoquez qui est assez dur mais dont on sent qu'il est partagé malheureusement de plus en plus par un certain nombre de citoyens ou de Français, qui est que la France se réveille avec une sorte de gueule de bois, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'on s'est vu plus grand, plus beau, plus fort, et on est obligé de revenir à un certain nombre de réalités, à la fois sur la qualité de notre démocratie, de nos services publics, de la santé, enfin, c'est plus ce qu'on a connu, c'est-à-dire que quand on parle du monde d'avant, il est vraiment loin et terminé quelque part. En fait, je pense qu'il était déjà mort avant qu'on rentre dans le Covid, mais on n'en avait pas pris conscience. Là, le Covid va aider à nous prendre conscience. Et le problème, c'est que finalement, ce que j'ai regretté, c'est l'occasion perdue. Autrement dit, on est censé être une société politique, pas un groupe qui vit ensemble. Ce que j'explique toujours, mais c'est pas moi qui le dis, c'est quelqu'un qui s'appelle Alain Soupiot, qui est largement plus intelligent que moi, et qui explique qu'en fait, le vivre ensemble, ça a une connotation bétaillère totale. Un troupeau sous la direction d'un berger vit ensemble, mais une vache n'est pas pour autant citoyenne. Nous, en tant qu'hommes, on aspire quand même à former des sociétés politiques, autrement dit, à nous rassembler autour de valeurs, de principes et d'idéaux communs pour bâtir un projet, pour bâtir un chemin qui est censé avoir un but, ou est censé poursuivre au moins un objectif. Et ce que je trouve très grave, c'est que finalement, ce moment qui est un moment où on est tous ramenés à notre finitude, on est ramenés à la mort, on est presque tous égaux. Après, on va savoir qu'en fait, la maladie frappe certains plutôt que d'autres. Mais au départ, on ne le sait pas. Il y a une forme de grande égalisation. Et on aurait pu penser que cette égalisation aurait pu nous faire retrouver le goût des autres, nous faire retrouver ce qui nous rassemble et ce qui nous ressemble, et nous redonner envie, en fait, de réinterroger notre contrat social pour le reforger, pas pour le réinventer. Je supporte plus ces mots de réinvention, surtout qu'à la fin, tous ceux qui vous proposent de réinventer quelque chose vous sortent en fait de leur établi les plans qui ont été refusés par l'histoire à de multiples et à de multiples reprises, ou qui ont causé soit des catastrophes, soit des massacres. Donc, moi, je ne suis pas pour réinventer les choses. Je suis pour dire, nous avons atteint un niveau de développement politique et intellectuel extrêmement élevé. La liberté, penser l'égalité, ça n'est pas rien. D'ailleurs, on a mis des siècles à arriver à le théoriser. Et quand on voit à quel point l'égalité entre les hommes ne va pas de soi. Dire parce que nous partageons la même dignité humaine, nous avons les mêmes droits au-delà de nos différences physiques, intellectuelles, etc.
les trois quarts de la planète refusent et ne partagent pas ce sentiment-là. Nous sommes une société qui est horizontale dans le respect de l'être humain. Beaucoup d'autres sociétés sont extrêmement verticales. La seule question qui se passe, c'est quelle est ma place en dessous de qui je suis, au-dessus de qui je suis, de qui est-ce que je dois me faire respecter. Entendez pas, parce que pour moi, le respect, c'est l'égalité. Là, le respect, c'est sur qui j'ai le droit d'exercer ma force, qui a le droit d'exercer sa force sur moi. Et malheureusement, j'ai le sentiment qu'on est en train de glisser vers ces sociétés-là, alors que j'aurais espéré que le Covid aurait pu nous faire prendre conscience de la beauté de nos aspirations, de la difficulté et d'être fiers de ce que nous avons produit en tant que peuple. Et plutôt, moi j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, vous savez, on a fêté le centenaire de Napoléon. À un moment donné, Napoléon, on l'accuse en lui disant mais tu t'es pris pour ce que tu n'étais pas. Et lui, il dit, mais attendez, j'ai ramassé la France dans le caniveau. Et il n'a pas tort quand il dit ça. Et aujourd'hui, c'est le sentiment qu'on peut avoir, c'est-à-dire c'était l'occasion de sortir la France du caniveau. C'était l'occasion de réinvestir les politiques d'égalité de droit et d'être très clair, par exemple, sur l'égalité femmes-hommes. Parce que autoriser par le voile les islamistes à contester l'égalité en droit des femmes sur notre sol, c'est quelque chose que je trouve absolument insupportable et qu'on ne défend pas. De la même manière, la liberté, c'est pas cette espèce de sentiment adolescent qu'on essaie de nous vendre, du genre je viens comme je suis. La France, c'est pas un grand McDo. La liberté, elle n'a de sens que corrélée avec la responsabilité. Et c'est ce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on essaie de déconstruire. Et j'aurais aimé, et si on avait eu un président à la hauteur, j'aurais aimé qu'il réactive et qu'il nous redonne cette envie d'être ensemble, mais d'être ensemble en tant que peuple uni, pas en tant que quémandeur d'aide. Et c'est d'ailleurs sans doute pour ça, puisque vous le citez, vous le rappelez, vous citez beaucoup Hannah Arendt, etc. D'ailleurs sur la manière dont la pluralité de la condition humaine nous permet d'exister. Et vous avez cette phrase sur la culture, puisque en fait quand on parle des biens essentiels, vous prenez l'exemple, j'allais dire central, de ces librairies qu'on ferme et de ce livre qu'on nous empêche de lire, comme un moment où on nous prive de la culture, qui est pour vous forcément et nécessairement partage, cheminement, conscience de soi et curiosité de l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, quand on touche à la culture, on touche à beaucoup plus de choses que simplement un livre. C'est ça que vous avez voulu montrer, sans doute derrière. Oui, ce que je voulais dire, c'est que nos biens essentiels, ils étaient civilisationnels. Nos biens essentiels, c'est ce qui fait que à la fois on en arrive à penser l'émancipation individuelle au sein d'un collectif. Donc, dont on arrive à gérer finalement l'exercice de notre souveraineté personnelle en acceptant de la déléguer à la fois et en acceptant ce rôle de citoyen qui est un rôle extrêmement exigeant puisqu'elle demande d'en rabattre sur nos obsessions personnelles pour aller vers l'autre. L'idée de citoyenneté, c'est l'idée de dire avec comme seule arme ma raison, je suis capable de créer en me confrontant à l'autre un monde commun qui est le monde des institutions, qui est le monde politique. Quand par exemple Hannah Arendt dit « Lorsque nous vivons, nous entrons dans un monde constitué ». Bien sûr, on va le voir constitué en disant « Oui, il y a des tables, des chaises, des berceaux, mais il y a aussi des routes, mais il y a aussi des hôpitaux, et il y a aussi par exemple la démocratie, l'idée de liberté, l'idée d'égalité de droit. Tout cela fait partie d'un monde constitué. Le monde constitué n'est pas que physique. Il est aussi, j'allais dire, spirituel, intellectuel, et nous en héritons également. C'est de cet héritage dont je veux parler. Et effectivement, les livres en sont les dépositaires et les bibliothèques en sont finalement les lieux d'aventure. Voilà, c'est pour ça que le livre, et derrière, il y avait quelque chose de très symbolique. Alors, on pourrait parler des heures, parce que vous abordez beaucoup de sujets. Il y a d'ailleurs, vous reveniez, vous l'évoquiez au tout début, vous parlez de la question sociale aussi, qui vous tient à cœur, visiblement. Mais peut-être qu'on peut parler aussi de ce que ça nous a fait, parce qu'on voit bien que derrière sous-jacent, il y a la question du politique, mais pas simplement de la classe politique, mais quand même aussi quelque part, sans doute, de la déconnexion. Hein. Je crois que pour vous, il y avait une sorte de paradoxe d'ailleurs, parce que vous rappelez à la fois que le rêve positiviste, la technique, l'expertise était à la fois nécessaire mais en même temps contestée, et que le politique, on en a besoin, mais que c'est sans doute pas les bonnes personnes ou la bonne manière de faire de la politique aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'on a comme perspective en fait? Pour revenir sur le rêve positiviste, c'est un rêve que la gauche, par exemple, a très longtemps entretenu. Et par exemple, quand Lénine, oui, je crois que c'est Lénine qui dit, en fait, une société bien constituée, ce devrait être une société où une cuisinière pourrait faire tourner l'État. Parce que dans sa tête, le but du jeu, c'est de découvrir des lois. De faire en sorte que des lois positives, autrement dit, de faire en sorte que le fonctionnement de l'État, la décision politique, soit appuyée sur une vision scientifique de la société. Autrement dit, on analyse le problème. À partir de ces données, c'est comme en fait un problème de maths. Il ne peut y avoir qu'une seule réponse. C'est une fois qu'on a les bons éléments, on arrive à une seule solution. Et c'est le rêve de tout homme politique, d'abord parce que ça a quelque chose, ça décharge de toute responsabilité. S'il n'y a qu'un seul chemin, il s'agit juste de le trouver. Le seul problème, c'est que ça ne marche pas comme ça. Et on l'a vu, et on a vu ce rêve positiviste chez Emmanuel Macron. Au moment où le Covid arrive, il va créer son conseil scientifique parce que ce qu'il aimerait, c'est avoir des médecins qui lui disent le Covid, c'est ça, pour le soigner, il faut faire ça. On a donc tel remède et on s'en sort à telle date. C'est pas du tout ce qui va se passer. D'abord parce que le Covid est nouveau et que même la science tâtonne et qu'il lui faut du temps pour poser des certitudes, que malheureusement la maladie, elle est humaine et tout ce qui est humain subit des variations. On ne traite pas deux personnes de la même manière, etc. Mais surtout, on se rend compte qu'en fait, le temps de la décision n'est pas celui de la certitude. Et qu'en politique, on va vous demander de trancher, de faire des choix alors que vous n'avez pas tous les éléments de réponse. Et vous ne pouvez pas vous abriter derrière le fait que vous n'avez pas tous les éléments de réponse. Et on va revoir des êtres humains des politiques qui vont se remettre à piloter en situation d'incertitude, mais qui, malheureusement, ne sont pas habitués à cela, vont avoir du mal à donner du sens à leur action, voire nous donneront le sentiment chaotique d'être complètement paumés, de réagir au jour le jour, voire de se contredire d'une minute à l'autre. Ils vont être tellement paumés qu'ils vont ils vont commettre un péché qui est le péché du mensonge. Non qu'en politique, on ne mente pas, mais on évite surtout de mentir quand la réalité vous rattrape 15 jours après. Un péché de mensonge est peut-être aussi un mot qui est redevenu un peu à la mode, ce fameux péché d'hubris, peut-être de la prétention d'une forme de suffisance, d'une forme de toute puissance du politique qui à un moment ne doute plus ou ne sait pas se remettre en cause. Je pense que cet hubris, il est extrêmement lié à la personnalité d'Emmanuel Macron, dont on voit bien qu'il est persuadé que ce qui s'applique au commun des mortels ne s'applique pas à lui. Et la réalité a beau le démentir systématiquement et de façon de plus en plus cruelle, il n'apprend rien. L'hubris, c'est pas seulement le prétentieux, c'est celui qui n'apprend rien de ses erreurs. Parce que, à la limite, on a tous connu des moments de prétention, on s'est tous vus parfois un peu plus grands que nous ne l'étions, mais en règle générale, deux, trois baffes de la réalité nous ont appris à réajuster un petit peu les choses. Nous ne sommes pas imperméables au réel. Le personnage qui est dévoré par l'hubris devient imperméable au réel. Et le problème, c'est qu'à la limite, il fait son malheur. Quand vous êtes imperméable au réel, vous faites votre malheur. Quand vous êtes imperméable au réel et que vous êtes à la tête d'une nation, vous faites le malheur de la nation et de son peuple. Et c'est là où ça devient un peu plus inquiétant. À la fin de l'ouvrage, on est partagé, c'est-à-dire que quel est le sens qu'on doit donner à l'avenir et la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on fait de nouveau civilisation, puisqu'on a l'impression qu'il y a cette lutte permanente entre la bête humaine et la possibilité de la civilisation. Est-ce que vous avez un espoir quand même pour le monde d'après, même s'il ne s'appelle pas comme ça? Comment est-ce qu'on reprend les choses et quelle classe politique, enfin, de qui on a besoin pour peut-être avancer différemment et remettre ça dans le bon sens? Parce que la question du sens était essentielle aussi dans votre démarche. Oui. En fait, moi, ce qui m'a vraiment frappée, c'est que je me suis dit, le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des technocrates en tant que politiques. Autrement dit, nos politiques sont tous passés par une école d'administration, ils sont en général énarques. Or, le problème, c'est que quand vous êtes énarque, vous êtes formé à maîtriser les cadres. Donc, vous êtes formé à maîtriser ce qui ne varie pas, ce qui ne bouge pas. Ce qui vous donne votre pouvoir, c'est cette connaissance-là.
L'incertain, au contraire, vous fragilise énormément, il vous dépouille de vos pouvoirs. Donc, mettre un haut fonctionnaire à la place d'un homme politique est une erreur stratégique majeure. Ils ne sont pas faits pour les mêmes choses. Alors après, vous avez toujours des gens qui transcendent leur milieu, leur fonction, etc. Là, le problème, c'est que ça n'est pas le cas. Or, nous allons vers un monde, avant finalement, je vais vous dire que ce n'était pas si grave. Le monde était en paix et semblait l'être pour encore de longues années. Aujourd'hui, on n'en sait rien. On ne sait pas, on voit bien qu'au niveau international, les tensions sont là, sont réelles et sont très fortes. On voit bien que ce qu'on estimait comme étant, ce qu'on voyait comme étant des piliers sont très fragiles. L'Europe est extrêmement fragile, les États-nations sont extrêmement fragiles. Et on voit que même qu'à l'intérieur de ces États-nations, les sociétés sont en train d'imploser. Nous, on a un problème de séparatisme. C'est pas rien. C'est-à-dire que l'idée, pour un Français, il ne peut pas y avoir deux peuples ayant deux lois sur un même territoire. Parce que pour le coup, nous avons une vision transcendante de la loi. La loi, à partir du moment où l'être humain la produit par la confrontation de la raison, elle lui échappe, elle n'appartient à personne, chacun s'y soumet, et ce sont les hommes, ce sont les lois qui font les hommes. En revanche, ce que l'on voit de plus en plus se dessiner, ce sont des rapports qui sont des rapports où chacun veut être sa propre loi. Donc aujourd'hui, on a de plus en plus d'êtres humains qui disent mon particularisme doit être reconnu, accepté par la société. Je suis moi-même le producteur de ma propre loi. Sauf qu'une société comme ça ne peut pas tenir. C'est la société de tous contre tous. Parce qu'une fois que vous avez érigé vos particularismes en étendard, qu'est-ce qu'il vous reste de commun avec les autres? Or, si on veut que finalement l'impôt serve à financer l'hôpital, la sécurité sociale, les retraites, etc., il faut qu'on soit liés les uns aux autres. Sinon, l'être humain, il va se tourner vers l'assurance. Il va se protéger lui et les siens. À un moment donné, quand on est une nation, les siens, ça peut devenir la nation en son entier. Bien sûr qu'on ne le conçoit pas comme ça, c'est pas comme sa famille. Mais en tout cas, il y a ce rapport-là. Il y a ce rapport de fraternité, justement. Or, si chacun ait sa propre loi, il n'y a plus de fraternité. La seule chose qui peut rester, c'est l'allégeance. Mais c'est une allégeance où on courbe la tête face au pouvoir d'un homme, parce qu'il est plus riche, parce qu'il est plus puissant, parce qu'il est plus fort. Quand vous devenez vous-même votre propre loi, la seule loi qui reste, c'est la loi de la jungle. Et c'est la loi du plus fort. Nous nous sommes construits justement pour éviter cela. Et aujourd'hui, il y a à l'intérieur de notre pays des forces qui essaient de le défaire, mais à la limite, il y a toujours eu des forces qui essayaient de défaire les pays. C'est comme ça. Le problème, c'est le jour où vos dirigeants ne sont pas conscients, ne savent pas lutter contre, ne savent pas donner sens à ce que vous êtes, et donc vous amènent dans un sentiment où non seulement vous perdez votre appartenance, vous perdez le sentiment d'être protégé par un pays, mais vous perdez même le sentiment de vos propres contours. Parce qu'un être humain qui n'a pas de culture, c'est pas vraiment un être humain. Un être humain qui n'agit pas sur le monde, ce n'est plus vraiment un être humain. C'est sans doute une bête humaine ou un animal humain, ce qui ne veut pas dire qu'il soit forcément mauvais ou agressif. Même l'animal peut être très doux, l'animal est aussi capable d'amour, mais il ne donne pas au monde ce qu'il est amené à donner. Nous sommes des êtres qui agissons sur le monde. Si nous renonçons à cette fonction-là, si nous nous soumettons simplement à la loi de la jungle et à la loi du plus fort, pour moi, nous trahissons une partie de notre âme. Et Bon. j'aurais aimé, en fait, que ce moment où on a été enfermé nous permette de retrouver notre âme pour en sortir plus fort en se disant, au lieu de se dire la catastrophe arrive et il n'y a personne pour nous défendre et nos hommes politiques ne sont pas à la hauteur, qu'on soit sorti en disant si la catastrophe arrive, eh bien nous saurons soit y résister, soit passer au travers et continuer à porter les belles choses que nous avons mis au monde. Voilà, j'aurais aimé en fait qu'on sorte droit en regardant loin. Et là, je trouve qu'on sort la tête baissée en se demandant quelles vont être les catastrophes qui vont impacter cette sortie de crise. Bon, c'est pas un constat très évident et très facile, mais
Et c'est ma dernière question. Du coup, comment est-ce que vous regardez la suite de notre vie démocratique? Parce que, qu'on le veuille ou non, même si elle est abîmée, etc., on a quand même une grande échéance qui arrive avec cette nouvelle élection présidentielle. Est-ce que vous avez le sentiment que quelqu'un ou quelqu'une, enfin, qui pourrait à la fois incarner ce à quoi vous aspirez? Comment est-ce qu'on reforge la République? Qu'est-ce qu'on a comme perspective? Parce que pour l'instant, c'est pas excessivement réjouissant tel qu'on nous le propose. Non, en fait, c'est amusant parce que je travaillais avec mes enfants sur la République romaine, qui est une période que j'aime beaucoup. Et à un moment donné, j'explique à mon fils, je lui explique voilà le rêve de la République romaine. Et je lui dis, le seul problème, c'est que à un moment donné, ça va plus du tout être une république, enfin même très vite. Ce n'est pas une république, c'est une oligarchie. Et aujourd'hui, je pense que c'est aussi ce que nous vivons. C'est-à-dire, nous ne sommes plus vraiment en République, nous sommes dans une oligarchie. Bon, pourquoi? Parce que je pense réellement qu'on ne donne plus les moyens aux citoyens de pouvoir vraiment agir et peser sur l'action politique. C'est simple, aujourd'hui, on n'a plus de parti. Grâce aux primaires, les partis ont réussi cet exploit dingue de se vider de tous leurs militants, de donner la possibilité de choisir un candidat à n'importe qui et d'ouvrir la course à la radicalisation, puisqu'au moment des primaires, la prime va toujours au plus fou. Parce que c'est le plus excitant, c'est celui qui fait rêver. Mais comme l'élection présidentielle se passe au centre, vous êtes sûr d'avoir un candidat. Le PS a joué à ça. Il a fait 6% et aujourd'hui, on ne parle même plus de lui. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement malsain qui est en train de se jouer. Et aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons plus de partis qui portent des idées. Donc, c'est très difficile de voir émerger. Probablement que ce qui sauve est peut-être en gestation, mais en tout cas, on ne peut pas le voir, puisqu'il n'y a plus cette vie des partis qui permettait de faire des sélections. À juste titre, les partis ont disparu, puisqu'à un moment donné, ils se sont mis à sélectionner essentiellement des personnalités extrêmement médiocres. Et aujourd'hui, on arrive au bout de l'histoire et on n'a rien. C'est-à-dire que ce que nous propose, et je pense que c'est une erreur fondamentale, c'est de rejouer le match de 2017. Mais si l'histoire présente deux fois les plats, vous vous souvenez on dit la première fois c'est historique, la deuxième fois c'est une farce. J'ai très peur de la farce qui risque de se jouer en 2022. Aujourd'hui, le seul qui me paraît susceptible d'avoir des chances d'être élu, qui tient la route et qui n'est pas énarque, ce qui, moi, m'intéresse vraiment, euh, pour l'instant, c'est Xavier Bertrand. Mais il n'a pas imprimé une marque très forte encore dans la société française. Et c'est simple, hein, moi je suis très très pragmatique. Je regarde la gauche et je me dis, bon, à gauche, il n'y a plus rien. Euh, Mélenchon vient de nous faire une sortie sur son refus de participer à la manifestation des policiers, alors qu'en revanche, il n'a aucun problème à défiler avec des islamistes. La LFI, je pense que Mélenchon se leurre en pensant qu'il a encore une chance. Je crois qu'il va voir à quel point son chemin est mauvais et que les Français vont le sanctionner violemment. Les Verts ELV rêvent. Ils imaginent aujourd'hui qu'ils ont les Français derrière eux. Non, les Français, ils aiment bien les petites fleurs, la protection de la planète. Et il se trouve que pour l'instant, le vote ELV est un vote, j'allais dire, que vous n'avez pas à défendre. Vous dites, moi, je suis pour l'écologie. Personne ne va vous dire salaud. Vous dire, oh, c'est bien, tu aimes ta planète, c'est super. Sauf que les gens sont aussi en train de se rendre compte qu'il y a un deuxième aspect chez les Verts. D'abord, qu'ils n'y connaissent rien en véritable écologie, que les trois quarts du temps, c'est du dogmatisme à de francs et sous, qui nous amène en plus à commettre des erreurs industrielles lourdes. Mais en plus, pour le coup, ils ont une dimension islamo-gauchiste et racialiste. Donc, c'est le racisme, mais c'est le racisme, le bon racisme. C'est-à-dire quand vous pouvez traiter tout le monde de mâle blanc cisgenre, quand vous pouvez accuser la blanchité, voilà, ça c'est le bon racisme. Vous voyez aussi tout par le biais de la couleur de peau, mais vous êtes un gentil. Quand les Français sont en train de se rendre compte de ça, et de fait, je pense que LV ne va pas avoir le succès dont elle rêve ou qu'elle aurait pu avoir dans d'autres circonstances. Le PS a disparu. Le PC tente un retour vers le républicanisme, mais bon, voilà, c'est quand même une force
elle aussi est en train de disparaître. Donc pour moi, à gauche, sur ces présidentielles, il n'y a rien, il n'y a personne. Et mon seul envie, et malheureusement, tous les partis aujourd'hui ont abandonné l'émancipation des hommes, la défense de l'égalité des droits, la liberté, sont devenus des partis, le progressisme, mais via la censure et via le renvoi de la terre entière à l'extrême droite. Donc la gauche républicaine a disparu, elle n'est plus représentée, elle existe. Le problème, c'est qu'elle existe chez les électeurs et il n'y a plus personne qui porte cette parole-là. Ça, c'est quelque chose qui me fait souffrir parce que du coup, je suis une grande orpheline. Et ensuite, il reste LREM. C'est, j'allais dire, ni de la vache, ni du poulet, ni du veau, ni du cochon. Et LREM réussit l'exploit de pouvoir dire tout et son contraire. C'est une écurie pour ambitieux et un fan club. Ça n'a donc aucun intérêt politique et ça ne peut rien construire de durable. À mon avis, LREM explosera soit avant, et je pense qu'ils peuvent vraiment exploser avant la présidentielle, soit après. Je ne donne pas très cher de l'avenir de ce parti. LR aussi est complètement pulvérisé. Enfin, ils viennent de se ridiculiser avec l'histoire de PACA. Les seuls, en fait, à la limite, qui tiennent un peu la route, ça va être parce qu'ils ont un candidat. Hein. Parce que franchement, c'est LREM et le RN. Voilà, eux, ils ont deux candidats, donc quand vous étudiez, ils sont au second tour, a priori. Pourquoi? C'est un peu compliqué parce que quand vous écoutez, je pense sincèrement que le parti de Marine Le Pen n'est pas le parti de Jean-Marie Le Pen. Mais à un moment donné, quand vous votez, vous êtes censé vous poser la question, qu'est-ce qui est bon pour mon pays? En toute lucidité, je ne peux pas traiter Marine Le Pen de fasciste, mais si on me demande si elle est bonne pour mon pays, je ne peux pas répondre oui pour des tas de raisons. D'abord parce que même si elle ne l'est pas, tout parti est prisonnier et hérité de son histoire. Or, nous, quelque part, quand nous imaginons la grandeur, nous allons vers De Gaulle. Pourquoi? Parce qu'il incarne la résistance. Pour moi, c'est très compliqué d'aller vers un parti qui est quand même un parti qui est issu de la collaboration. Qui a été fondée par des gens dont certains ont pu être d'anciens SS. Voilà, j'y peux rien, mais pour moi, ça change complètement la nature. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je trouve que Marine Le Pen ne travaille pas. Et que quant aux solutions qu'elle propose, elle s'en fout. Vous allez voir le programme de n'importe quel parti, ça n'est pas forcément extrêmement cohérent. Donc, ce sont des ambitieux purs. Elle, comme notre président de la République actuelle. Et je suis aussi inquiète de la victoire de l'un que de l'autre, parce que je trouve que notre président actuel a détruit est l'homme de l'oligarchie. C'est l'homme qui détruit la République pour aller vers l'oligarchie. Il ne voit pas de mal à cela. De toute façon, il estime que la moitié, il n'aime pas les gens. Il les prend pour des imbéciles complets et il se dit, et je connais bien les technocrates, le technocrate se dit, le peuple, les employés, tout ça, c'est des gens qui vous empêchent de prendre des super bonnes décisions et de les appliquer sans que personne ne moufte. Sauf que la vie, c'est pas ça. La vie, c'est ce qu'on est capable de faire ensemble. Et la meilleure décision, si elle n'est acceptée de personne, est la pire des décisions possibles. On ne vit pas en théorie. On vit avec les gens, on vit avec leurs attentes. On ne peut pas faire leur bonheur malgré eux. Et là, aujourd'hui, pour moi, ces deux personnages, que ce soit Marine Le Pen d'un côté ou Macron de l'autre, sont des gens qui ne prennent jamais en considération l'autre, qui sont aveuglés soit par leur besoin de maîtrise, soit par leur hubris, soit par leur colère, je ne sais pas. Mais en tout cas, qui ne font pas de place à l'autre et qui ne sont pas des gens qui sauront réactiver la citoyenneté. Bien, bah écoutez, voilà une longue discussion et une belle analyse qui nous a emmené un peu plus loin que prévu, un petit peu plus loin que ce livre dont on a beaucoup parlé. Merci beaucoup de votre temps, Céline Pina. C'est bien essentiel bouquin à lire pour nous aider à réfléchir et à retrouver le sens et la liberté. Merci de votre temps et pour ce qui nous concerne, à très bientôt à vous pour une nouvelle émission. Au revoir.